Bonjour Anthony Ravard, Bonjour Nicolas. vous êtes le manager du CIC Nantes Atlantique, équipe professionnelle depuis 2022. Donc, ça va être la troisième saison pour la structure au niveau continental. On est à 2 jours du début de saison. J'imagine que la pression et l'excitation est à son comble. Oui, exactement. C'est toujours une période où on se pose des questions malgré d'avoir vu le groupe sur le dernier stage et un groupe qui est déjà prêt à affronter le début de saison. Mais puis toujours cette excitation du début de saison quand on s'entraîne, c'est pour aller sur les compétitions et essayer de faire le meilleur résultat possible. Donc voilà, on est pressé d'être à dimanche pour voir nos coureurs ouvrir la route et essayer de faire le plus beau résultat sur le Grand Prix de la Marseillaise. Et surtout, que, voilà, la fin janvier, mois de février, c'est important pour une équipe comme le CIC Nantes Atlantique avec Marseillaise, Étoile de Bessèges, Tour de la Provence, Classique Var. C'est de belles courses qui permettent de bien entrer en matière. Ah oui, effectivement, c'est même des courses où il y a un très très gros plateau pour une équipe continentale et nous une équipe continentale, j'ai envie de dire de développement parce que notre moyenne d'âge est de 22,5 ans, donc c'est une équipe très jeune. Mais oui, il y a à chaque fois entre 10 et 12 World Tours au départ de ces épreuves-là, hein, si on va jusqu'à Dromardèche. Donc on sait que logiquement, le résultat sera plus difficile à décrocher le gros résultat. Je parle en termes de victoire, mais en tout cas, voilà, on y va toujours avec l'envie de bien faire, de montrer le maillot et puis d'aller faire le, le- la plus belle place possible face au plus gros, mais en tout cas, on y va toujours décomplexé et avec l'envie de bien faire. Donc avant cette saison 2024, quel a été votre discours auprès de vos coureurs, de vos directeurs sportifs? Quel est le mot d'ordre de 2024 pour le CUC Nantes Atlantique? Bah, c'est de confirmer nos 2 premières années. Je pense que bon, notre première année, forcément, on est arrivé avec de tout nouveaux coureurs. Il a fallu tout construire, donc on est arrivé par la petite porte en plus. Donc on a quand même été content et satisfait de notre première saison, malgré qu'on a eu un podium en plus avec Emmanuel Morin à Cholet. Première équipe continentale à la Coupe de France. Et puis, on était déjà dans les 60 premiers UCI. Donc, pour une première année, c'était très bien. Deuxième année, on fait encore mieux avec 5 victoires en classe 2, 4 podiums en classe 1. Toujours première équipe continentale à la Coupe de France. Et puis deuxième équipe continentale française à l'UCI, 57e UCI. Donc, on voit que là, on a fait une belle saison dès notre première saison professionnelle et l'idée c'est de confirmer sur la saison 2024 parce qu'on a un groupe quand même avec moins d'expérience. C'est un groupe qu'on passe de 14 à 12 coureurs, un groupe beaucoup plus jeune mais avec des coureurs talentueux qui savent ce qu'ils veulent aussi, hein. On a vu des mecs impliqués sur ce dernier stage, beaucoup plus consciencieux dans le travail. Donc ça montre que voilà, on sera capable d'aller tout de suite performer malgré que le groupe soit jeune, comme je l'ai dit, et avec des coureurs cadres aussi, avec de la jeune expérience, parce que c'est des Léo Danès, c'est des Maël Guégan, c'est des Yael Joalan. Voilà, c'est leur troisième année professionnelle, mais ils n'ont pas forcément connu le World Tour comme on a pu l'avoir avec Emmanuel Morin par le passé ou d'autres coureurs. Mais malgré cela, ils connaissent le circuit français, toutes les courses qu'on a pu faire par le passé. Donc voilà, ça sera de faire aussi bien que 2023 avec un groupe rajeuni, mais c'est notre philosophie chez nous à CIC Nantes Atlantique. Donc on y va avec de l'envie et je suis persuadé que ça va le faire. Alors justement, vous en parliez de ce groupe très jeune, 22 ans et demi de moyenne d'âge, voilà, c'est extrêmement jeune. Quand on compare un petit peu les effectifs, l'effectif 2023 celui de 2024, il y a quand même une nette différence en termes d'expérience, peut-être même en termes de qualité. Sur le papier, on se dit comment le CIC Union Atlantique va pouvoir confirmer, voire faire mieux encore que 2023, avec un effectif aussi jeune et qui a perdu quand même des coureurs confirmés, entre guillemets.
C'est un groupe plus homogène pour moi. Après, l'année dernière, on se posait aussi quand même la question d'un Noah Isidore, même s'il performait au niveau international français en U19. On a quand même vu qu'il a pu continuer son apprentissage, et je dirais même plus parce qu'il a performé tout de suite au niveau professionnel, même si c'est ses courses classe 2, il les a quand même gagnés. Donc nous, on a des Pierre-Henri Basset qui arrivent de l'UDEAC ou Antoinu, qui sont des coureurs qui ont bien performé sur leur première année d'espoir. Donc on- pour nous, on pense qu'ils sont capables de faire aussi bien sur 2024. Euh, certes, on a perdu des coureurs comme Emmanuel Morin qui était là pour apporter son expérience, mais je pense qu'on était arrivé peut-être au bout de quelque chose. Voilà, il nous a vachement apporté pendant 2 ans. Je pense qu'il était temps de peut-être se séparer, lui pour voir autre chose, et parce que nous, on ne pouvait pas lui apporter forcément plus. Et on a perdu des coureurs comme Pierre Barbier, où on attendait beaucoup plus, hein. Je vais Mm. rien te cacher. Pierre Barbier, ça a été une déception pour nous sur 2023. Certes, il y a eu 2 podiums, mais je pense que c'est un coureur qui. On pensait qu'il allait rebondir chez nous. Alors peut-être qu'on n'a pas mis toutes les choses pour qu'il puisse arriver à performer, mais en tout cas, voilà. Finalement, on se rend compte que des fois, avec les coureurs d'expérience, on n'a pas les résultats attendus. Et des fois, il vaut mieux avoir des jeunes qui ont les crocs, qui veulent passer au-dessus. Donc, pour passer au-dessus, il faut faire des résultats. Et on est souvent plus satisfait de la jeunesse que des coureurs d'expérience. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu plus d'appréhension à l'orée de cette saison 2024 par rapport à 2023 où on se dit effectivement il y a des coureurs qui pourront apporter des résultats. Là, on est un peu plus dans l'inconnu, même si vous semblez assez confiant sur les qualités de vos jeunes. Exactement. C'est pour ça que on évolue toujours avec du stress dans le sport de haut niveau. C'est sûr que avec des coureurs cadres qui ont eu déjà un palmarès, on se dit que logiquement, si tout va bien, ils vont pouvoir faire aussi bien. Alors qu'un coureur qui est jeune n'a pas encore ce palmarès-là, il va aller le chercher, ce palmarès. Et c'est sûr qu'on est un peu plus dans l'incertitude. Il y a un niveau de stress qui est un peu plus important parce qu'il y a toujours des enjeux importants, hein. Il faut savoir que les partenaires croient au projet que s'il y a des résultats derrière. Mais comme j'ai dit, je sors du stage, j'ai été les accompagner pendant 6 jours sur le stage. J'ai échangé avec Axel Clocoran, le directeur sportif, et Fabien Rabot, qui est maintenant le nouveau directeur de la performance, qui nous arrive de chez BNB. Euh, Justement, ils ont vu un groupe très homogène et avec des valeurs physiologiques du même niveau que des GGAT ou autres par le passé. Donc voilà, après à nous de faire prendre la mayonnaise, de fédérer ce groupe, leur faire prendre conscience de leur réel potentiel, et dans la logique, tout devrait bien se passer. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte qu'on puisse aller faire de très bons résultats et de les faire grandir chez nous et de faire grandir la structure par la même occasion. Et quels seront les leaders du CIC Nantes Atlantique en 2024 et quelle pourrait être la bonne surprise de le coureur que vous attendez particulièrement performer dès cette saison, un jeune coureur que le grand public ne connaît pas, mais que vous sentez vraiment capable de faire de très belles choses rapidement. Nous, il y a Yael Joalan qui doit montrer, et il doit prendre le leadership aussi sur les courses de montagne. Par le passé, il a été dans l'ombre d'Axel Mario dans un premier temps et de Jordan Gegat. Il était plutôt là pour travailler pour eux, mais on a vu qu'il était capable d'aller faire des places intéressantes. Donc à lui de rehausser son niveau et de prendre le leadership, comme je viens de le dire. Après, on a Arthur Chalado, un coureur atypique qui est arrivé sur le tard sur le vélo, qui sera sur les mêmes profils. Clément Brazafonso aussi qui a privilégié les études et qui est arrivé aussi sur le tard à performer. Donc c'est des coureurs qu'on attend sur plutôt les courses de montagne ou de moyenne montagne. Après, on a Enzo Boulet et John Wright Johnson pour le sprint. Enzo, pour sa première année chez les pros, travaillait pour les sprinteurs comme Emmanuel Morin, etc. Donc maintenant, voilà, il a la place libre.
À lui de prendre conscience qu'on a une totale confiance en lui. Et puis après, on a nos baroudeurs, des Maël Guégan qu'on connaît, des Léo Danès. Donc là, ils sont plus là pour structurer le groupe et pour apporter leur expérience. Non, la bonne surprise, mais on sait aussi ses qualités, c'est Pierre-Henri Basset, parce qu'il était champion de Bretagne. C'est un coureur qui aime les courses usantes. Et donc, je pense que c'est le coureur qui peut se révéler, cette année. Ouais. On sait que l'identité de votre équipe, c'est aussi voilà, de permettre à des coureurs d'aller voir plus haut. Ce qui s'est passé pour Axel Mario, pour Louis Barré. Ils ont fait leur première saison en Pro Team ou en World Tour l'an dernier. Comment vous jugez leur évolution? Est-ce que vous les suivez toujours? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec eux? Comment vous percevez leur évolution? Oui, oui, bah, je reste en contact par SMS surtout. C'est vrai que je suis quand même pas mal pris, mais j'ai eu quand même Louis Barré qui m'a appelé cet hiver pour des conseils. Donc c'est toujours sympa d'avoir un ancien coureur qui appelle Mhm. son ancien manager pour des conseils pour continuer d'évoluer. Mais j'ai suivi leur bon tour de Under. Je pense que les deux ont fait un bon tour de Under. Dommage qu'Axel chute à la dernière étape parce qu'il avait son premier top 10 en World Tour. Donc là, ça commence à peser, et même pour prendre confiance auprès de ses dirigeants et de ses coéquipiers. Mais j'ai vu qu'ils avaient bien évolué. Et bien sûr, nous, ce qu'on souhaite, c'est que derrière, ils continuent de progresser et qu'ils performent. Et ça montrera que ce que l'on met en place, on est dans le vrai, quoi. Alors, il y a une nouvelle donne dans le cyclisme français, c'est la montée des réserves des World Teams. Donc, il n'y avait que la Groupama FDJ qui avait sa réserve avec la Conti. Arkea BNB Hotel et Decathlon AG2R La Mondiale ont également leur réserve maintenant. Quand on est manager général d'une Conti française, comment on perçoit ça? Est-ce qu'on trouve ça positif? Est-ce qu'on s'inquiète un petit peu parce qu'on voit les jeunes talents plutôt privilégiés? Ça paraît logique, ces structures-là. Voilà, quel œil vous portez sur ça? Pour notre structure, ça reste un danger, forcément, parce qu'on travaille pas avec ou très peu avec des coureurs de plus de 25 ans. Seul Léo Danès a 27 ans. Bon, comme je dis, il faut toujours des coureurs d'expérience et c'est important d'en avoir pour cadrer les choses en course. Nous, on n'est pas dans la même catégorie, j'ai envie de dire que même s'ils font des très bons boulots, hein, mais c'est juste que nous, on est plus sur les jeunes. Mais je pense à Van Rysel Roubaix, je pense à Saint-Michel Aubert, voilà, je pense et même Nice Métropole, où ils ont des coureurs avec beaucoup plus d'expérience que nous. Donc forcément, nous, quand on voit les équipes réserves de World Tour arriver, ça nous met un peu en danger. Donc, mais ce n'est pas négatif pour le cyclisme, parce que je pense que c'est important de structurer les futurs champions rapidement, d'avoir un vrai encadrement autour d'eux. On le voit bien dans les sports co français ou au niveau international, d'avoir des vrais centres de formation, c'est hyper important. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que beaucoup de jeunes arrêtent leurs études quand même, et ils n'auront peut-être pas tous la capacité intellectuelle pour, s'ils n'arrivent pas à arriver en World Tour, à rebondir derrière. Et j'ai peur qu'il y ait un échec social s'ils font que 2 ans en Continental et ils n'arrivent pas Hmm. à aller au-dessus. Nous, la différence, oui, certes, on n'a pas de World Tour au-dessus, malgré que Cofidis et j'ai envie de dire Total Energy, parce qu'ils ont Vendée, mais ils n'ont pas de Continental en dessous. Voilà, il y a possibilité de travailler avec des équipes pour le tour au-dessus. Ou j'ai envie de dire, même s'il y a un jeune performe chez nous, il pourra toujours aller chez Arkea ou autre part. Malgré tout, nous, on essaye de faire en sorte que nos jeunes, oui, continuent les études chez nous, et de les amener sur les courses d'un niveau international pour qu'ils puissent passer vers le World Tour. Mais c'est ce que je dis à tous les jeunes. L'avantage, c'est s'ils performent chez nous, ils ont le libre choix. On a Noé qui était justement prévu pour AG2R, mais qui a eu beaucoup de contacts d'autres équipes pour le Tour aussi. Donc, comme il était convenu qu'on le forme pour AG2R, il a forcément respecté ses choix, et c'est très respectueux pour lui et pour sa structure. Mais en tout cas, oui, quand on performe dans une structure comme la nôtre, quoi qu'il arrive,
les demandes arrivent pareil, et des fois, c'est peut-être pas plus mal d'avoir plusieurs offres. Et c'est pas frustrant, par exemple, de voir un Noah Isidore partir après une seule année où il a montré de très belles choses. Peut-être que voilà, s'il n'y avait pas eu de cette réserve chez G2R, il serait resté un an de plus. Parce que voilà, il n'y a pas une petite frustration de ne pas profiter quelques mois de plus de ses qualités. Si, forcément, surtout que il va faire une année dans la Continentale et j'aurais préféré qu'il passe directement dans la World Tour. Hmm. Euh, et c'est pareil pour Rasmus Pedersen. C'est sûr que c'est des coureurs qu'on aurait voulu garder une année supplémentaire. C'est pour ça que aussi on a le projet donc ça va dépendre des résultats et puis de trouver de nouveaux partenaires ou donner envie aux partenaires actuels de donner plus, mais c'est de passer en pro team pour avoir des contrats de 2 ans, pour garder les coureurs un peu plus longtemps et puis qu'ils puissent avoir un programme encore plus varié et avec un peu de World Tour. Alors justement, merci de me faire une passe décisive. On en est où de ce projet de Pro Team? Donc, dans voilà, l'idéal pour vous, ce serait 2025. Alors, vous prévoyez voilà, de passer en Pro Team en 2025. Où en est-on de ce projet au niveau des partenaires, des budgets, etc. Bah, on est en contact avec des partenaires actuels et d'autres partenaires. Nous, l'idée, c'est que fin juin, tout soit ficelé pour savoir si on se lance sur la Pro Team. Il est clair que s'il n'y a aucun contrat de signé, de nouveaux contrats pour avoir le budget minimum, forcément, on ne pourra pas se lancer. Donc, voilà, on a 5-6 mois là, devant nous pour essayer de passer au-dessus. Ben, sinon, on essaiera d'ici les 2-3 ans. Mais je pense que c'est important, oui, par rapport au projet, avec notre centre de formation, les U19, et après ceux qui passent dans notre équipe professionnelle, d'évoluer un cran au-dessus pour former nos coureurs un peu plus longtemps face aux équipes réserves de World Tour et puis aussi de travailler avec les futurs talents. On n'a pas le choix de passer au-dessus. La recherche de partenaires va être importante pour vous. Et justement, vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on commence, que vous allez prendre peut-être un petit peu de retrait au niveau sportif. Et puis voilà, vous concentrer un petit peu plus sur cette recherche de partenaires qui est vitale si vous voulez passer en pro team. Effectivement, là, on est en pleine structuration chez nous et l'idée, c'est d'avoir des personnes qualifiées à chaque poste pour dégager du temps pour avoir plus de relations avec nos partenaires et dans la recherche de nouveaux partenaires. Donc le budget nous permet de pouvoir le faire. On a embauché, comme j'ai dit tout à l'heure, Fabien Rabot en tant que directeur de la performance, qui est tout nouveau pour nous. Donc l'idée, c'est forcément derrière que ça puisse apporter ses fruits pour les jeunes du centre de formation et l'équipe pro afin d'avoir des résultats. Et les résultats amèneront de la crédibilité au projet, et ce qui permettra derrière de donner envie à des partenaires de nous suivre. Aussi, on structure un peu plus sur le côté administratif, comptabilité, voilà, sur le côté tout le staff autour des coureurs, que ça soit médical, que ça soit mécanique. Là, on a aussi au niveau matériel investi dans un camion poids lourd, donc aussi pour le confort du travail pour le personnel et pour derrière, forcément, ça en découle sur les coureurs. Donc tout ça, l'idée, c'est aussi de préparer demain. Donc on commence à se structurer. On est descendu à 12 coureurs aussi pour structurer avec le staff et le matériel. Euh, et pour que ce soit plus simple pour moi et puis pour toute l'équipe commerciale de trouver de nouveaux partenaires. Ouais. Et donc, si on fait le bilan de ces 2 saisons, est-ce que voilà ce que vous considérez en avance ou en retard par rapport à ce que vous projetiez il y a 2 ans quand vous avez commencé cette aventure au niveau professionnel? Est-ce que voilà, vous êtes dans les clous de ce que vous imaginiez? C'est la première année, on était vraiment dans le flou, donc l'idée était d'être dans les échappées, de gagner des maillots de grimpeurs, etc. C'était de se faire voir et puis si on pouvait faire notre premier podium, ce qui a été le cas avec Emmanuel Morin. Donc on a été à la hauteur de nos objectifs et idem sur la deuxième saison.
La seule petite chose qui nous manque, c'est une victoire dans une classe 1 ou Pro Series, parce que là, c'est la vraie course pro. Classe 2, c'est semi-pro. Mais voilà, on se satisfait aussi des 4 podiums la saison passée. Donc, je pense qu'on est largement dans nos temps de passage. Quand on voit des équipes, ça fait 20 ans qu'ils sont à ce niveau-là et on arrive à rivaliser face à elles, ben voilà, c'est à dire que on est dans le vrai. Donc, maintenant, on doit continuer de progresser. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est dans l'année de la confirmation par rapport à ce qui a été fait sur le passé, mais avec un groupe plus jeune. Donc, on se doit de faire aussi bien avec un groupe plus jeune. Et je suis persuadé que ça va être le cas parce qu'on a des jeunes quand même coureurs talentueux et qui vont aller de l'avant. Donc, derrière, ça va porter ses fruits. Ouais. Et pour finir, quel est votre regard sur le cyclisme français actuel? On sait qu'en amateur, il y a des soucis, les organisateurs sont inquiets avec le nombre de bénévoles qui baisse, le nombre de coureurs qui baisse également au départ des courses. Vous qui êtes bien dans le milieu, comment vous voyez tout ça et est-ce que vous êtes plutôt inquiet ou plutôt optimiste pour la suite? Bah, je pense que c'est au cyclisme professionnel d'aider le cyclisme amateur. Je sais que moi, à notre niveau, on va essayer de structurer encore un peu plus l'équipe CIC Nantes Atlantique pour derrière à pouvoir aider le cycliste sur le territoire, faire en sorte qu'il y ait des courses minimes cadets tous les week-ends, ce qui est le cas encore en Loire-Atlantique quand même, mais pouvoir peut-être mettre un challenge avec eux. Cet hiver, on a accueilli les écoles de vélo chez nous, à visiter notre centre et de voir les coureurs. L'idée, c'est aussi peut-être lors des prises de licence pendant la période de novembre, c'est peut-être quand on aura un bus, quand on sera encore un peu plus structuré, on sera un peu plus grand, c'est de pouvoir aller dans les clubs et d'inviter les collégiens, même les écoliers, sur les prises de licence et de faire visiter notre bus, etc. Donc voilà, le but, c'est d'aider le cyclisme amateur, faire des événements pour récompenser aussi les bénévoles. Je pense que les bénévoles, souvent, donnent beaucoup de leur temps, mais des fois, ils ont besoin aussi de passer des bons moments aussi autour de leur passion. Donc voilà, c'est de pouvoir aider le cyclisme amateur de ce côté-là. Et après, c'est vrai que l'arrivée des équipes continentales de développement peut faire peur au cyclisme amateur, mais je pense que c'est la pyramide. Il faut rester sur une pyramide avec N1, N2 et N3. Continental, c'est vraiment pour les futurs bons. Et puis, il y aura toujours des coureurs. Les N1 ont toujours vocation d'exister. Et il y aura toujours des coureurs des N1 qui passeront après dans les contis ou directement au World Tour. Il faut qu'ils aient leur propre programme de course, etc. Donc, je vois pas ça négativement, l'arrivée des contis de développement. Hein. Au contraire, ça permet, comme j'ai dit tout à l'heure, de structurer et d'avoir vraiment des personnes qualifiées autour d'eux pour former les futurs champions. Donc voilà, mais en tout cas, pour moi, c'est le cyclisme professionnel qui doit aller vers le cyclisme amateur pour nourrir la base, faire rêver les jeunes, donner aux jeunes envie de faire du vélo. Voilà, moi j'ai plein d'idées. Là, j'en ai donné quelques-unes Mhm. comme ça, mais en tout cas, nous, sur notre territoire, on fera le maximum pour donner envie aux jeunes de faire du vélo, d'aider les clubs et de soutenir les bénévoles en les invitant sur nos différents événements. Là, on a invité les présidents de club avec une personne en plus sur notre présentation d'équipe, président de club de Loire-Atlantique. Pareil pour la soirée de fin d'année. Voilà, c'est des choses que l'on met en place pour récompenser nos bénévoles sur notre territoire. Voilà, ce qui est important de souligner, c'est aussi que le CIC Union Atlantique, c'est pas qu'une équipe professionnelle, il y a beaucoup de choses autour et c'est bien plus qu'une équipe. C'est ça aussi qu'il faut souligner. Exactement. L'Académie du cyclisme, c'est ça. Et on aura encore plus d'ambition. Alors, c'est grâce aussi à ce que le gouvernement a mis en place, mais c'est tout ce qui est autour du savoir rouler et du remise en selle. Donc, aller dans les écoles et aller dans les entreprises, voilà, c'est quelque chose où on veut aller aussi. Et c'est de la formation aussi des citoyens à la pratique du vélo. Mhm. Merci Anthony Ravard. On, Merci, on Nicolas. vous souhaite plein de belles choses pour 2024 et beaucoup de succès. Merci. Au revoir. Au revoir.